conventionnels, on a des milieux de culture, comme par exemple les milieux à base de coconut extract agar, sur lesquels on peut ajouter des substances afin de provoquer ou bien induire la synthèse des mycotoxines. On a les méthodes moléculaires, comme par exemple les puces à ADN qui permettent de détecter directement l'espèce responsable de la production des mycotoxines. On a les méthodes chromatographiques, donc elles sont beaucoup de méthodes, comme par exemple la CCM, chromatographie sur couche mince, l'HPLC, la RPLC. On a les méthodes enzymatiques, par exemple le test à ELISA et les APANEL. En ce qui concerne les méthodes récentes, ce sont des méthodes basées sur les principes de la nanotechnologie. Donc ce sont des méthodes nanométriques, elles sont classées en 3 classes. Donc la détection des mycotoxines par les nanoparticules, par les nanostructures et par les nanocomposites. Donc en ce qui concerne la toxicité des mycotoxines, l'animal et l'homme sont quotidiennement exposés à des concentrations variables de mycotoxines. Donc ces mycotoxines peuvent provoquer des mycotoxicoses selon leur mode de rentrée dans l'organisme humain. Donc elles peuvent provoquer des mycotoxicoses au niveau du côlon. Elles peuvent provoquer des toxicités graves dans l'intestin, dans le côlon, dans l'appareil digestif en général. Et elles peuvent provoquer aussi des toxicités au niveau sur la peau. Donc par exemple on a la fuminosine. Donc la fuminosine est capable d'altérer la membrane cytoplasmique ou bien les phospholipides et les sphingolipides. Donc elle inhibe la synthèse des sphingolipides, donc ce qui va augmenter la concentration des sphingolines et des sphingosines. Les autres mycotoxines, par exemple l'OTA, l'aflatoxine PU, par le stress oxydatif, elles peuvent altérer le potentiel postmembranel des mitochondries. Et par la suite, on a une peroxydation lipidique élevée et la peroxydation lipidique va provoquer l'expression des enzymes antioxydants. D'autres mycotoxines, par exemple, peuvent inhiber carrément la synthèse des protéines. Pour d'autres mycotoxines, elles provoquent les HCC, ce sont des cancers hépatocytaires par l'adduction de la flatoxine époxyde sur les protéines C3 tumeurs. La zéralénone, par exemple, peut provoquer directement l'inhibition de la mitose. Pour les autres mycotoxines, on a soit par exemple des inflammations par la sécrétion des interleukines pour inflammatoires, des aberrations à l'ADN, dans l'ADN et des apoptoses. Donc deux points essentiels ont poussé les recherches à lutter contre les mycotoxines. La première des choses, c'est les mycotoxicoses élevées des mycotoxines. Le deuxième point, c'est les conséquences économiques causées par ces mycotoxines. Donc parmi les méthodes de lutte, de prévention contre les mycotoxines, on a les grains des OGM, par exemple la modification génétique des grains, afin de les rendre plus résistants aux infections fongiques par des techniques moléculaires comme par exemple le CRISPR-Cas9. On a par exemple des techniques qui s'appliquent au niveau du champ pour l'élimination complète des herbes nuisibles, des techniques chimiques, par exemple l'addition de pesticides, de fongicides, des techniques qui sont appliquées durant la récolte et durant le transport de récolte, des techniques appliquées dans le stockage, par exemple le respect de la température, le respect de l'humidité, la ventilation, des techniques physiques, par exemple l'irradiation, bien le chauffage, le séchage, et tout ça seulement pour soit inhiber, soit ralentir la production des mycotoxines. En ce qui concerne les méthodes de détoxification, on peut utiliser par exemple des bactéries lactiques. On peut utiliser des champignons, des moisissures qui ne sont pas pathogènes. On peut utiliser d'autres techniques chimiques, par exemple, ou physiques, comme les irradiations gamma ou bien l'utilisation de l'UV. Certaines techniques nanométriques sont aussi appliquées. En ce qui concerne la diminution de la toxicité dans l'organisme humain, donc on peut utiliser par exemple soit des vitamines, soit des bactéries lactiques ou bien carrément des plantes médicinales. Donc, parmi les stratégies suivies par les chercheurs afin de lutter contre les mycotoxines, on a l'utilisation des plantes médicinales. Et selon l'étude de M. Hamish et son équipe effectuée en 2010, c'est une étude de synthèse bibliographique, il a signalé que le désert algérien, les régions typiques, les régions semi-arides et arides, contiennent une importante réserve de plantes médicinales dont certaines sont utilisées dans la synthèse des produits pharmaceutiques. Donc, durant cette étude, nous avons sélectionné 3 plantes médicinales. On a Artemisia alba alba qui appartient à la famille des Astéracées, donc elle est très riche en terpènes et en herbolites. On a le Pistachia lentiscus qui appartient à la famille des Anacardiacées, elle est riche en alpha-pinène et en limonène. Et on a les fruits de Citrus colocanthus, donc elle appartient à la famille des Cucurbitacées et elle est riche en cucurbitacées. Le deuxième approche, avant ça, donc le vertu médicinal de ces plantes, elles sont très connues dans la médecine traditionnelle algérienne, elles sont utilisées contre
pour leur effet épiglycémiant, pour l'activité antioxydante, pour lutter contre certaines infections fongiques ou bactériennes, pour certaines maladies gastriques, comme par exemple les ulcères de l'estomac ou bien du duodénum. Le deuxième approche utilisée par les chercheurs afin de lutter contre les mycotoxines et afin de lutter aussi contre le phénomène de l'antibiorésistance qui traîne aujourd'hui une place importante dans les médias scientifiques est l'utilisation des actinobactéries. Donc, ces espèces bactériennes, ou bien ces bactéries sont connues depuis longtemps pour la synthèse des antibiotiques, pour la synthèse des enzymes, des antifongiques, pour la biorémédiation et aussi comme, dans l'agriculture comme des agents promoteurs de croissance. Donc, si on revient à la littérature, les régions arides et semi-arides, les régions désertiques sont soumises à un climat aride, sont soumises à certaines conditions qu'on les appelle les conditions extrêmes, comme par exemple la géochimie des régions désertiques, la température élevée, le pH du sol, l'UV élevé, la présence de certaines radiations, la présence ou bien l'absence de la végétation, la salinité, l'alcalinité de ces sols. Donc, toutes ces conditions participent à la sélection des communautés microbiennes. Et à partir de ces communautés microbiennes sélectionnées, on peut avoir des espèces qui sont rares, et à partir de ces espèces qui sont rares, on peut obtenir des substances ou bien des nouvelles substances bioactives. Dans la direction contraire, comment ces communautés microbiennes qui sont sélectionnées, comment elles peuvent résister à ces conditions extrêmes. Donc, pour cela, j'ai schématisé cette figure qui présente les principaux mécanismes utilisés par les actinobactéries des régions désertiques devant les conditions extrêmes, comme par exemple dans l'élévation de la température dans l'installation des ponts du sulfure dans les protéines. On a l'installation, par exemple, des chaperons qui sont des molécules qui s'attachent aux protéines afin d'éviter leur agrégation durant l'élévation de la température. On a les protéines HSP, Heat Shock Protein, qui protègent les gènes et les protéines contre l'élévation de la température. Lors d'une salinité élevée, donc on a les molécules ou bien les ions de potassium, la synthèse de certaines macromolécules organiques, et la cellule bactérienne elle peut modifier le contenu de sa membrane plasmique par l'élévation des lipides anioniques. Lors d'une alcalinité élevée, l'acide glutamique par exemple, ou bien l'acide gluconique peut accumuler les molécules de sodium et expulser les ions hydroxydes. Lors d'une UV élevée, donc on a les molécules de manganèse qui peuvent s'attacher par la suite aux enzymes antioxydants afin d'améliorer leur activité, ou bien la synthèse des acides aminés aromatiques qui ont un rôle important aussi dans la protection contre l'UV. Et lors du manque par exemple de nutriments, on a la sporulation, ou bien l'utilisation de phénomènes de l'antibiosis, ou bien la captation de l'énergie par l'oxydation de certains des éléments, par exemple le soufre, ou bien le carbone, le cuivre, etc. Donc, toutes les informations que j'ai présentées dans cette partie sont déjà publiées sous forme de 4 chapitres dans 4 livres différents de la base de données Elsevier et Springer et 2 revues de synthèse bibliographique dans 2 journaux différents. Donc, à l'issue de cette étude bibliographique, et afin de prétendre notre recherche, nous nous sommes basés sur les hypothèses suivantes. Le blé tendre algérien peut contenir des champignons mycotoxinogènes. Les plantes médicinales prélevées des régions stépiques et sahariennes peuvent synthétiser des substances bioactives capables d'inhiber les champignons toxinogènes et leurs mycotoxines. Les actinobactéries isolées des sols sahariens et stépiques peuvent inhiber la synthèse des mycotoxines ou bien peuvent inhiber complètement le développement des moisissures toxinogènes. Et les substances bioactives des plantes et des actinobactéries peuvent avoir d'autres activités biologiques, comme par exemple l'activité antioxydante ou bien une activité antibactérienne. Donc pour ce faire, 3 échantillons ont été prélevés. Donc on a le premier échantillon qui est celui du blé tendre, donc il est prélevé au niveau de l'OAC de la wilaya de Saïda. Il sert pour isoler les champignons toxinogènes. On a les 2 échantillons de sol, donc le premier est prélevé de la région, il est prélevé de la forêt d'El Urbain située dans les régions semi-arides de la wilaya de Saïda, alors que le 3e échantillon concerne les plantes médicinales, donc on a 3 plantes médicinales. Artemisia herba alba et Pistachia lentiscus sont prélevés au niveau de la wilaya de Saïda, alors que les fruits de Citrullus colocanthus sont collectés au niveau de la région de Ouadensès située à Oued. Donc pour l'isolement des souches fongiques, nous avons utilisé le procédé de délution décimale sur 3 milieux de culture différents, le milieu CDA, le milieu PDA, le milieu DLBC. Par la suite, les souches ont été purifiées. Pour l'identification des genres, on a utilisé la méthode de microculture sur lame et lamelle en se référant au clé d'identification de Barnett. Pour l'identification des espèces, nous avons utilisé le protocole de Pitt et Booking. En se
concerne la détection des espèces productrices de mycotoxines, on a utilisé le procédé de Freycinet qui recommande l'utilisation de 50 ml de milieu IS. Par la suite, une extraction par le chloroforme est effectuée alors que la révélation des mycotoxines est effectuée sur chromatographie sur couche mince sous la lampe UV. En ce qui concerne les isolats d'actinobactéries, donc nous avons utilisé le procédé de division décimale sur deux milieux de culture différents, le milieu Bennett et le milieu strachcasinine agar, supplémenté d'acide salicylique et de l'anistatine afin de limiter la croissance des champignons. Une fois que la purification est effectuée, donc les souches, bien les isolats obtenus sont conservés à moins 80 degrés Celsius en présence de 50% de glycérol. En ce qui concerne l'identification des isolats d'actinobactéries, donc nous avons utilisé deux méthodes. La méthode phénotypique directement à partir du milieu liquide GUIM, donc on a la caractérisation des caractères et l'identification des caractères physiologiques, donc par exemple la croissance en absence d'un ACL ou bien en présence de 2,5%, 5%, 7,5% et 10% d'un ACL. La capacité des isolats à utiliser les sucres, les caractères microscopiques des spores sont identifiés par la microscopie électronique. Les caractères enzymatiques sont identifiés par les apizines et les apicorines, alors que les caractères culturaux sont identifiés sur les milieux ISP, donc du milieu ISP 1 jusqu'à ISP 7. Pour l'identification moléculaire à base de CSS, donc on procède par deux étapes, ou bien elle est effectuée en deux étapes. La première étape est l'extraction de l'ADN. Donc c'est une étape très importante. La révélation de la présence, elle se fait sur électrophorèse, sur gel agarose à 0,8%. La deuxième étape est celle de l'amplification de l'ADN. Donc on a utilisé deux primers, le S27 et le A1492. Donc par la suite, on procède à une purification des produits de la PCR, un séquençage, alors que les séquences obtenues de DSMZ sont traitées par le logiciel BioEdit ou bien Genesis, ou le logiciel Mega 7. Pour les métabolites secondaires des actinobactéries, on a utilisé deux milieux de culture, le milieu 52-94 et le milieu 52-54. Donc après culture et extraction des métabolites secondaires par glycylacétate, on passe à une évaporation et les extraits obtenus sont récupérés dans un ml méthanol acétone isélacétate. Donc pour l'étude phytochimique, les plantes sont tout d'abord lavées, nettoyées, puis séchées et broyées grossièrement. On a deux types d'extraction, l'extraction méthanolique, donc durant laquelle on utilise 20 grammes de plantes avec 100 ml de méthanol. Donc après macération sur agitation continue qui dure 3 heures, on procède à une filtration. Et ce procédé est répété 4 fois successifs sur le marc obtenu après chaque filtration. Donc après évaporation, les extraits sont gardés à l'abri de la lumière jusqu'au moment de leur utilisation. En ce qui concerne l'extraction aqueuse, donc à peu près le même procédé, 20 grammes de plantes avec 100 ml de solvant qui est distillé. Donc après macération sur agitation continue qui dure 3 heures, on procède à une centrifugation puis filtration. Et le procédé est répété chaque fois sur le marc obtenu après chaque filtration, seulement ici, après l'extraction, on a une lyophilisation. Pour la détermination des composés phytochimiques, donc on a une détermination qualitative présence ou absence, on a recherché les saponosides, les tannins, les flavonoïdes et les alcaloïdes. Pour les tests biologiques, c'est-à-dire l'évaluation de l'activité biologique des extraits, on a effectué 4 tests. Donc le premier c'est la caractérisation de l'activité antifongique, donc nous avons utilisé des moisissures qui sont isolées du dépendre et 5 souches de référence. Donc on a utilisé le milieu PDA ensemencé avec 100 microlitres qui contient 10 puissance 6 de spores fongiques, c'est-à-dire 10 puissance 6 UFC. Par la suite, ces milieux de culture sont perforés afin de créer des puits qui servent à l'injection de l'extrait à différentes concentrations. Après que l'incubation est effectuée, donc l'activité antifongique est mesurée en divisant la surface de l'activité antifongique sur la surface de la boîte entière. En ce qui concerne l'activité antibactérienne, donc elle est mesurée sur les microplaques de 96 puits. Donc les puits sont remplis avec 150 ml de milieu de culture liquide contenant le pathogène. Et par la suite, la première ligne sert à déposer les extraits. Par la suite, la concentration des extraits va diminuer d'une manière successive du puits B vers le puits H. Et
L'incubation se fait 24-48 heures à 30-35 degrés Celsius, tout dépend de l'espèce bactérienne testée. Donc après l'incubation, la révélation des résultats se fait par R. En ce qui concerne l'activité antioxydante, elle est mesurée par... avant ça, les extraits qui présentent une très très bonne activité antibactérienne sont soumis à une HPLC, fractionnement par HPLC. Par la suite, les boîtes obtenues de la part de l'HPLC sont tout d'abord séchées, puis réensemencées avec le pathogène, et l'incubation se fait 24 à 48 heures. En même temps, le même extrait subira un deuxième fractionnement donc par LCMS afin de détecter les substances bioactives si elles sont déjà identifiées dans le dictionnaire des produits naturels. À la fin de tous ces manips, on doit comparer les résultats de l'HPLC, les chromatogrammes de LCMS et l'activité antibactérienne sur les boîtes, sur les microplaques, afin de savoir quelle est exactement la substance bioactive responsable de l'activité antibactérienne. En ce qui concerne l'activité antioxydante, elle est déterminée par trois techniques. Donc on a le test ABTS par les radicaux cationiques, On a le test de DPPH par les radicales DPPH et la méthode de frappe. En ce qui concerne l'activité antimycotoxinogène, donc on a utilisé le même protocole de Fraxinet, seulement avec quelques modifications. Donc avec le milieu IS liquide, on a rajouté des concentrations bien déterminées d'extrait et la révélation de la présence ou l'absence des mycotoxines est effectuée sur chromatographie sur couche mince sous la lampe UV. Donc, l'isolement des souches fongiques a permis d'identifier deux espèces différentes. La comparaison de nos résultats avec les clés d'identification de Pitt et Hooking confirme que les deux espèces obtenues sont Aspergillus flavus et Aspergillus ocrassus. La même chose, la méthode de microculture confirme que les deux espèces obtenues sont Aspergillus flavus et Aspergillus ocrassus. La vérification de la capacité des espèces fongiques à synthétiser des mycotoxines sur le milieu CEA supplémenté de disoxycholate de sodium confirme que Aspergillus flavus et Aspergillus ocrassus sont responsables de la synthèse de mycotoxines. La chromatographie sur couche mince confirme aussi que Aspergillus flavus est responsable de la synthèse de la platoxine B1, alors que l'Aspergillus ocrassus est responsable de la synthèse de l'ochratoxine A. Pour la vérification de la pureté des souches de référence utilisées durant cette étude par microculture, cette technique révèle que les souches de référence sont saines et aucune contamination n'est détectée sous le microscope optique. Donc, l'étude d'extraction et l'étude phytochimique. Selon ce tableau, l'extraction méthanolique donne un rendement plus élevé par rapport à l'extraction aqueuse et l'extraction méthanolique sur Pistachiarum tuscus donne un rendement plus élevé en comparaison avec Artemisia herba alba et Citrullus colocanthus. En ce qui concerne l'étude phytochimique, Artemisia herba alba est très riche en substances bioactives, donc elle est riche en alcaloïdes, flavonoïdes, tannins et saponosides. On remarque que les alcaloïdes sont absents chez Pistachiarum tuscus alors que les saponosides sont aussi absents chez Citrullus colocanthus. Donc, cette différence de rendement est peut-être attribuée au solvant utilisé, la méthode d'extraction utilisée et aussi la période de récolte la période de récolte. En ce qui concerne l'étude phytochimique, la comparaison de nos résultats avec les études déjà publiées confirme que Pistachiarum tuscus est très riche en substances bioactives avec absence d'alcaloïdes. Artemisia herba alba aussi très riche en substances bioactives avec présence d'anthocyanes, alors que Legefi a signalé que les extraits éthanoliques des fruits de Citrullus colocanthus contiennent des saponosides. Donc, les deux figures suivantes présentent l'activité antifongique des extraits méthanoliques et aqueuses, des extraits méthanoliques et des extraits aqueuses des trois plantes sur des souches fongiques isolées du blé tendre. Donc, selon ces deux figures, on remarque clairement qu'Aspergillus flavus est une espèce très résistante aux extraits méthanoliques et aux extraits aqueux. Cependant, Aspergillus ocrassus présente une sensibilité élevée aux extraits méthanoliques et aux extraits aqueux d'Artemisia herba alba et de Citrullus colocanthus. Cette activité est en relation proportionnelle avec la concentration des extraits, alors que Pistachia lentiscus n'enregistre aucune activité antifongique. La figure suivante présente les résultats de l'activité antifongique des extraits méthanoliques sur les souches de référence. Selon cette figure, on remarque qu'Aspergillus flavus et Aspergillus parasiticus sont toujours des espèces très résistantes,
alors que l'extrait méthanolique de Pistachia lentiscus enregistre une activité moyenne. Pour les trois souches fongiques, Artemisia herba alba, bien l'extrait méthanolique d'Artemisia herba alba exerce une très bonne activité antifongique contre Aspergillus ocrassus, Fusarium graminerum et Penicillium expansum. Pour les autres plantes, une activité antifongique négligeable est enregistrée. La figure suivante présente les résultats de l'activité antifongique des extraits aqueux des trois plantes. Selon la figure, on remarque toujours qu'Aspergillus flavus et Aspergillus parasiticus sont des espèces résistantes. Les extraits aqueux d'Artemisia herba alba présentent une très bonne activité antifongique sur Aspergillus ocrassus, Fusarium graminerum et Penicillium expansum, alors que les autres extraits de Citrinus colocenthus et de Pistachia lentiscus ne présentent aucune activité antifongique. Donc, selon ces résultats, Artemisia herba alba présente l'activité antifongique la plus importante en comparaison avec Pistachia lentiscus et Citrinus colocenthus. Les trois espèces fongiques Fusarium graminerum, Penicillium expansum et Aspergillus ocrassus sont les espèces fongiques les plus sensibles. Le tableau suivant présente la qualité antifongique des extraits méthanoliques et aqueux des trois plantes sur les espèces fongiques isolées du blé tendre. Donc, selon ce tableau, on remarque clairement qu'à partir de la concentration 75%, une très bonne activité antifongique est enregistrée sur Aspergillus ocrassus. La même chose, le tableau suivant présente la qualité de l'activité antifongique des extraits méthanoliques et des extraits aqueux des trois plantes sur les espèces de référence. Si on compare les résultats de ce tableau, on remarque qu'à partir de la concentration 50 mg par ml, les deux extraits présentent une très bonne activité antifongique sur Fusarium graminerum, Penicillium expansum et Aspergillus ocrassus. Donc, selon ces résultats, la bonne activité antifongique d'Artemisia herba alba est attribuée à sa richesse en substances bioactives. Ces substances bioactives ont la capacité d'atténuer les sites ou bien les cibles dans la cellule fongique, alors que la résistance de deux espèces, Aspergillus parasiticus et Aspergillus flavus, est peut-être due à l'incapacité des substances bioactives à atténuer les cibles ou bien la dégradation de ces substances par les enzymes de ces deux souches fongiques. Ce qui concerne l'activité antibactérienne, les extraits méthanoliques d'Artemisia herba alba présentent une très bonne activité antibactérienne sur les bactéries à gram positifs, une activité moyenne sur les bactéries à gram négatifs. Citrinus colocenthus présente une activité antibactérienne moyenne, alors que l'extrait méthanolique de Pistachia lentiscus présente aussi une très bonne activité antibactérienne sur les bactéries à gram positifs. Ce qui concerne l'extrait aqueux des trois plantes, Artemisia herba alba présente toujours une très bonne activité antibactérienne contre les bactéries à gram positifs et moyenne contre les bactéries à gram négatifs en ce qui concerne l'extrait aqueux de Citrus colocenthus et de Pistachia lentiscus. Une faible activité antibactérienne est enregistrée. Les figures suivantes présentent l'activité antioxydante des trois plantes mesurées par les trois techniques. Donc, selon ces figures, Artemisia herba alba présente une très bonne activité antioxydante par rapport aux deux autres plantes. Donc, cette activité est en relation proportionnelle avec la concentration des extraits. Le tableau suivant présente les IC50 de l'activité antioxydante enregistrée pour les trois plantes. Donc, la comparaison des résultats de ce tableau démontre que l'IC50 la plus faible est enregistrée pour l'extrait aqueux d'Artemisia herba alba avec la méthode de frappe. La comparaison de cette concentration avec celle de l'Eutrolox, qui est l'antioxydant de référence, démontre que l'Eutrolox possède une IC50 plus faible, donc il est le plus fort. Donc les résultats de cette étude sont publiés dans le journal SM Agri Science, indexé dans la base de données Springer. Donc les résultats de l'isolement des actinobactéries. Durant cette étude, nous avons isolé plus de 100 isolats d'actinobactéries et tous ces isolats sont identifiés d'une manière génétique, c'est-à-dire à base de l'ADN 16S. Mais pour cette étude, nous avons sélectionné seulement un seul isolat désigné V002. Selon les caractères culturaux, V002 est productif de la prodigiosine. Il est capable aussi de dégrader la tyrosine, capable de dégrader la totalité des sucres, capable de croître en absence d'NaCl, en présence de 2,5 et de 5% d'NaCl. Selon les résultats de l'apizime et la pécorine,
V002 possède une très très bonne activité enzymatique. Et les images de la microscopie électronique montrent que les spores de cet isolat sont des spores sous forme de chaînettes bien setées, bien séparées. Leur surface est peu rigoureuse et elles ne sont pas motivées. La comparaison de la séquence de l'ADN 16S de l'isolat V002 avec les séquences de l'ADN 16S des souches types déjà déposées dans la base de données NCBI démontre que V002 présente une similarité de 99,9 avec Streptomyces nasicapitis et 98,9 avec Streptomyces spectabilis. Mais la comparaison des résultats phénotypiques démontre que V002 est une espèce qui n'appartient pas aux deux espèces. Pour l'activité antifongique et antibactérienne, aucune activité antifongique n'est signalée pour cet isolat, mais l'extrait obtenu de milieu de culture séconde de 94 présente une très très bonne activité antibactérienne contre les bactéries à Gram positif, et une très faible activité contre le Chromobacterium et Pichia. Le fractionnement par HPLC, le fractionnement par LCMS a démontré que l'extrait V002 obtenu du milieu de culture séconde de 94 présente 3 substances bioactives, donc déjà signalées dans DMP, Dictionary of Natural Products. Donc il contient de la méthacylprodigiosine, il contient de la spictinabéline et il contient de l'N-cyclprodigiosine. Donc les résultats de l'activité antioxydante démontrent que les deux extraits de 2 milliers de cultures possèdent une très très bonne activité antioxydante, mais l'IC50 de l'extrait obtenu du milieu de culture 52-94 est très bon. Donc cette activité est toujours proportionnelle à la concentration de l'extrait. La comparaison de nos résultats avec les études déjà publiées dans ce domaine confirme que la spectinabéline possède une très très bonne activité antibactérienne contre aussi les nématodes, contre Candida albicans. L'N-cyclprodigiosine aussi possède une très très bonne activité antibactérienne contre les bactéries gram-positives et contre Candida albicans, alors qu'aucune étude n'a signalé l'activité antibactérienne de la méthacylprodigiosine, mais cette substance possède une activité anticancéreuse très bonne. Les extraits de toutes les Streptomyces possèdent une très très bonne activité antioxydante. Donc les résultats de cette étude sont publiés dans le journal Current Microbiology de la base de données Screenshot. Donc on a aussi une autre souche désignée V001, donc elle est isolée de la région de Wadinsa. V001, bien les caractères culturaux sur le milieu ISP indiquent que V001 appartient au genre Streptomyces. Elle est capable de produire de la mélanine, de dégrader la tyrosine. Elle peut croître sur différentes concentration de NaCl et elle est capable de dégrader aussi certains sucres, possède une très très bonne activité enzymatique. Les spores de cet isolat désigné V002, donc ce sont des spores ronds, non motifs, septés, avec une structure épineuse sur la surface, bien sur leur surface. Donc, la comparaison de la séquence nucléotidique de l'ADN 16S de cet isolat avec la souche type déjà identifiée déposée sur la base NCBI démontre que cet isolat présente une similarité de 98,5 avec Streptomyces caepilatus. Donc selon M. Kim et Peter Kempa, cet isolat est probablement une nouvelle espèce. Donc l'activité antibactérienne et antifongique de cet isolat, aucune activité antifongique n'est enregistrée, mais elle possède une très très bonne activité antibactérienne contre Candida albicans et contre certains bactéries à gram positif. Elle possède aussi une très très bonne activité anticancéreuse contre des lignées cellulaires du pancréas. Les résultats de LCMS indiquent que l'extrait de cet isolat V001 contient une nouvelle substance qui n'est pas identifiée dans le dictionnaire des produits naturels. Donc en ce qui concerne l'activité antimycotoxinogène, aucune activité n'est signalée pour des extraits obtenus des actinobactéries, alors que l'extrait aqueous-méthanolique de Artemisia alba et de Staphylococcus colocanthus possède une très très bonne activité antimycotoxinogène, donc ils sont capables d'inhiber la synthèse de l'ocatoxine. Donc,
l'activité antimycotoxinogène de fluide de Citulus colocatus sont déjà publiées dans le journal African Journal of Biotechnology. En conclusion, malgré le respect des conditions de stockage au niveau de l'OAC de la wilaya de Saïda, donc le blé stocké dans les silos en béton armé a démontré que ce blé est très contaminé par les souches fongiques, par des isolats fongiques, dont certains sont mycotoxinogènes. Donc on a pu identifier deux isolats, Aspergillus flavus, responsable de la sécrétion de l'aflatoxine B1, et Aspergillus ocrassus, qui est responsable de la synthèse de l'ocratoxine A. Donc les deux espèces appartiennent au genre Aspergillus, et le genre Aspergillus est fait appartenir de la flore du champ, bien de la flore de contamination du champ. Dans cette flore, l'évolution de cette flore peut être aussi très importante durant le transport maritime, dû à l'élévation de l'activité de l'eau, dû à l'élévation de l'humidité relative. Elle peut aussi évoluer durant les longues périodes de stockage. Donc, après de longues périodes de stockage, on peut obtenir de fortes concentrations fongiques. Un autre point très essentiel, on est tous d'accord que l'Algérie est un pays importateur du blé tendre. La deuxième des choses, les deux isolats obtenus sont sécrétés de l'aflatoxine B1 et l'ocratoxine A. Et ces deux mycotoxines sont toxinogènes, donc elles sont capables de provoquer le cancer ou bien d'induire le cancer. Le troisième point, l'élévation ou bien le nombre important de cas de cancer détectés en Algérie est très important. Donc si on relie ces trois points, donc on est devant une situation alarmante qui nécessite ou bien on doit maîtriser les conditions de stockage et on doit appliquer un contrôle au niveau du port concernant ces mycotoxines et cette contamination de blé tendre. La deuxième conclusion, Artemisia alba est une plante très riche en substances bioactives. On a les alcaloïdes, les polyphénols, les stéroïdes. Donc, cette richesse en substances bioactives lui confère une place importante comme un agent antifongique. Donc, elle est capable d'inhiber l'Aspergillus ocrassus. Elle est aussi capable d'inhiber la synthèse des mycotoxines. Donc, les substances bioactives peuvent atteindre les sites de biosynthèse des mycotoxines, ou bien elles peuvent interférer ou bien rentrer en réaction avec les mycotoxines, donc elles peuvent produire des toxines qui sont moins toxiques. Donc elle peut utiliser comme agent antifongique à la place des agents chimiques utilisés qui sont très toxiques, ou bien elle peut être utilisée dans la protection des aliments, donc pour une agriculture, si on peut dire, saine, ou bien une protection d'aliments sains qui ne contiennent pas d'agents chimiques. En ce qui concerne les isolats de V002, donc elle est productrice de la métacylprodigiosine, elle est productrice de la stectinabiline et l'N-cycloprodigiosine, malgré l'activité antifongique non enregistrée, ces trois substances bioactives, ou bien l'activité antibactérienne de ces trois substances bioactives est mise en évidence. Donc, la même chose pour V001, malgré l'absence d'une activité antifongique, l'activité antibactérienne elle est mise en évidence, donc on peut appliquer ces substances bioactives dans le domaine médical hors l'agriculture. Donc pour les perspectives à l'issue de cette étude et afin d'éclaircir certains points qui restent encore élucidés, je propose les perspectives suivantes. La première des choses, l'extraction des substances bioactives à partir des plantes et de les caractériser d'une manière plus approfondie afin de savoir quelle est la substance bioactive responsable de l'activité. Deuxièmement, V002 nécessite une étude moléculaire plus approfondie, par exemple l'hybridation ADN-ADN et le pourcentage du G. C'est la même chose pour la nouvelle substance bioactive, donc elle nécessite des méthodes d'études plus approfondies afin d'élucider la substance bioactive. Troisièmement, on doit vérifier aussi la toxicité des substances bioactives avant toute application. Et je recommande que ces substances bioactives sont combinées avec des nanoparticules seulement pour améliorer leur activité antibactérienne. Et merci pour votre attention.